Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour ce webinaire d'1 heure intitulé « Faire vivre sa certification en vue d'un renouvellement aux répertoires nationaux ». Aujourd'hui, nous sommes, donc je suis Valérie Héloin, consultante à Centre Info. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Michael Charby, qui est directeur de la certification professionnelle de France Compétences. Les remontées des questions, de vos questions, seront effectuées par Alice Viellajus et Nicolas Bizel, mes collègues de Centre Info. Et il y aura également une modération des questions du chat par Madame Anaïd Talarmin et Madame Séverine Jamelot, qui sont instructrices de France Compétences. Donc, au niveau du programme, on aura des objectifs plus particulièrement de connaître les attendus de France Compétences en matière de preuve de l'opportunité de la certification pour un renouvellement ou pour un premier enregistrement, mais en particulier pour un renouvellement, usage de la certification et preuve de la valeur d'usage sur le marché du travail, mise à jour des référentiels de la certification dans le cadre d'un renouvellement, contrôle de ses modalités d'évaluation par le certificateur et aussi contrôle de ses partenaires. Donc, au niveau des questions, on vous remercie de poser vos questions uniquement sur la thématique concernée et si possible à la suite du point ingénierie correspondant, c'est-à-dire le point ingénierie que je vais réaliser pour chaque thématique. De même, ne sont habilités à répondre aux questions du chat que nos deux instructrices de France Compétences pour éviter toute confusion. Et je vous remercie de votre compréhension. Donc, pour chacun des thèmes, on va avoir un point d'ingénierie et puis les réponses de Michael Charby ou des précisions sur tous les points qui seront abordés. Donc, premier point ingénierie, l'opportunité de la certification pour un renouvellement. Donc, l'opportunité de l'enregistrement ou du renouvellement d'une certification, qu'elle soit au RNCP, répertoire national des certifications, ou au répertoire spécifique, va se définir en réponse à la question suivante. Donc, la certification que je propose répond-elle à des besoins sur le marché du travail français aujourd'hui et pour les années à venir, donc avec une dimension prospective. Donc, la certification, donc les compétences que j'entends certifier, valider. En termes de besoins d'emploi pour un métier visé, donc l'ensemble des compétences nécessaires à l'exercice d'un métier entier, ou en termes de besoins de compétences pour le répertoire spécifique, donc groupe de compétences homogènes, alors que l'angle métier était pour le répertoire national. Ce tableau, pour ceux qui nous suivent, vous le connaissez bien, donc je ne vais pas le détailler, sauf une petite précision qui a été donnée par France Compétences au moment du Vademecum sur le RNCP, à savoir que maintenant on va distinguer au répertoire spécifique deux catégories, donc 4 catégories en tout, dont 2 qui ont été précisées, les certifications de compétences complémentaires à un métier, relatives à des techniques ou à des méthodes appliquées à un métier, et puis d'un autre côté, les certifications couvrant une activité professionnelle autonome complémentaire à une activité principale. Donc 2 catégories qui ont été précisées au répertoire spécifique. L'étude d'opportunité à produire pour le RNCP est-elle nécessaire pour un premier enregistrement? Oui. Pour un renouvellement, oui également. Et l'objectif, c'est, comme le point de départ du renouvellement de la certification au RNCP, donc c'est quel est le besoin du marché du travail, c'est-à-dire des employeurs, des branches professionnelles pour l'emploi type visé. Et le contenu, ce sont quels sont les besoins actuels et pour un futur proche, hein, on n'a pas prospective à 10 ou 20 ans, mais pour un futur proche, ces besoins sont-ils toujours avérés? Et comment je vais le faire? Par une étude quantitative des offres d'emploi, plus une étude qualitative sur le métier et ses évolutions. Pour le répertoire spécifique, c'est pareil, c'est nécessaire pour un premier enregistrement et pour un renouvellement. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a été enregistré 5 ans, il s'agit de prouver qu'on est toujours nécessaire en termes de compétences sur le marché du travail. Donc, les besoins du marché, et là, en termes de groupe de compétences homogènes, sont-ils toujours avérés?
du point de vue des employeurs, du point de vue de là ou des branches que vous adressez. Et le contenu, les besoins actuels pour les compétences visées grâce à une étude quantitative et qualitative sur les compétences visées et leurs évolutions. Le cas échéant, les évolutions. Comment est-ce qu'on va prouver l'opportunité de la certification? Eh bien, ça va être des éléments de preuve que vous allez collecter auprès d'un certain nombre de sources officielles, Pôle emploi, l'APEC, France Stratégie. Récemment sont parus des profils métiers effectués par la DARES, par exemple, ou que vous allez vous-même produire, notamment pour le répertoire spécifique, parce que c'est pas forcément évident de trouver des informations sur le groupe de compétences homogènes que vous souhaitez certifier. Donc, il va falloir produire soi-même ses propres données. Et donc, on va pouvoir répondre pour le RNCP aux critères 1 et 2, voire au critère 9, quelles sont les modalités d'association des branches professionnelles à votre projet, donc de renouvellement. Et pour le répertoire spécifique, il s'agira des critères 1 et, le cas échéant, le critère 6, association des branches professionnelles. Je passe la parole à Michael Charby pour qu'il nous apporte soit des précisions, soit des réponses à vos questions, si on en a déjà, via le chat. Et donc, Nicolas et Alice, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. En termes de précision, non, Valérie, je pense que c'était parfaitement clair. Donc, je pense que c'est plus être intéressant de prendre les questions. Très bien. Une question qui est posée, c'est la distinction entre opportunité et valeur d'usage. Donc, c'est le thème que vous abordez juste après, centré un peu France Compétences, mais peut-être comment bien se repérer entre ces deux notions qui c'est vrai pour les porteurs de projets, sont souvent liées. Quel point de repère on peut avoir en tête? Ces deux notions qui sont déjà qui en fait sont derrière un même critère réglementaire, c'est-à-dire que c'est celui de la démonstration de l'adéquation de la réponse aux besoins en compétences du marché du travail. Et donc, la valeur d'usage et l'opportunité sont donc une décomposition d'un même critère, et on le décompose justement pour essayer d'expliciter nos attendus. La valeur d'usage, c'est... on va commencer par l'opportunité. Oui, plutôt, puisque Valérie va avoir ensuite faire le point ingénierie sur ce sujet. L'opportunité, c'est comment je réponds aux besoins en compétences. Est-ce qu'il y a un besoin en compétences du marché du travail, et est-ce que l'objet de ma certification et le contenu de celle-ci répond à ce besoin? Donc ça, c'est l'opportunité. Et elle doit être construite sur une analyse de la situation, qui peut s'appuyer sur des études externes, qui peut s'appuyer sur des études réalisées par l'organisme lui-même. Et ensuite, la valeur d'usage, c'est ma certification en particulier. Quelle est sa valeur d'usage en réponse à ce besoin en compétences. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire il y a un besoin en compétences, d'opportunité, il s'agit de dire j'apporte la démonstration que ce que je propose répond bien à cette opportunité, à ce besoin. Deux autres questions qui ne sont pas directement sur l'opportunité, mais qui concernent le périmètre et donc les questions en amont de la démarche d'enregistrement. Est-ce qu'un CQP déposé au répertoire spécifique pourrait viser un métier? Normalement, non. C'est-à-dire que quand on dit qu'un CQP peut être enregistré au répertoire spécifique ou RNCP de manière indifférenciée, ça ne signifie pas qu'on ne se questionne pas sur le périmètre de ce CQP. On a des CQP spécialisation qui visent plutôt des compétences complémentaires, qui là ont plus vocation à être enregistrés au répertoire spécifique. D'ailleurs, c'est une petite proportion des CQP, parce qu'en général, la grande majorité des CQP portent une logique de qualification et donc un niveau de qualification. Mais on a, je crois, à date, on doit avoir 4 ou 5 CQP d'enregistrés au répertoire spécifique et qui trouvent leur place parce qu'ils sont sur cette logique de complémentarité. On a une demande d'éclairage sur les catégories du RS qui ont été présentées. Je pense notamment les deux dernières, je suppose, les catégories 3 et 4, probablement.
Ben, pour ce qui est du contenu du répertoire spécifique, déjà, en premier lieu, il s'inscrit en complémentarité avec le RNCP, c'est-à-dire tout ce qui est certifiant et qui répond à une logique de compétences du marché du travail, mais qui ne couvre pas un métier stricto sensu, a normalement une vocation, en fonction des critères d'enregistrement, à être enregistré au répertoire spécifique. Et c'est ça aussi qu'a défini le législateur en termes de complémentarité. Et donc, de facto, on identifie les habilitations, exercice d'une activité réglementée. On est sur les compétences transversales, puisque nécessairement les compétences transversales, si elles nourrissent les référentiels métiers, elles ne se suffisent pas elles-mêmes sur une logique autonome pour exercer un métier. Il y a la logique de spécialisation, donc la spécialisation ou complémentaire, c'est-à-dire j'ai un cœur de métier qui existe, mais je veux me spécialiser dans une variante, et cette variante, comme son nom l'indique, spécifique, elle vient en complémentarité de la certification métier. Et enfin, comme sur le RNCP, on vise les métiers qui permettent un exercice durable sur le marché du travail et dans des conditions qui permettent à la personne d'en vivre, de facto, quand on est sur des activités complémentaires que quelqu'un peut exercer en complémentarité d'une autre activité, et là j'exclus bien le sujet particulier des saisonniers, et bien à ce moment-là, il y a bien une plus-value, une complémentarité par rapport aux certifications métiers, sans pour autant qu'on puisse considérer que ça permet d'exercer un métier de manière pérenne et que donc ça mérite une reconnaissance d'un niveau de qualification. Et donc c'est cette catégorie-là qu'on a clarifiée, qui existait depuis longtemps dans le répertoire spécifique, mais qui apparaissait pas comme une catégorie à part entière, et on a voulu mieux la mettre en valeur pour aussi que les demandeurs puissent mieux réfléchir au positionnement entre les deux répertoires. Alors justement, donc mieux la faire apparaître, à quel endroit les porteurs de projets doivent préciser la catégorie? Note d'opportunité, système d'info? Note d'opportunité, c'est-à-dire que très clairement, de toute façon, la note d'opportunité, c'est à la fois la démonstration la démonstration qu'il y a un besoin à couvrir, et ensuite, c'est aussi la description de la démarche qui a été celle du certificateur, du déposant. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai voulu construire, comment je l'ai construit, et donc en réponse à quoi ça vient, est-ce que ça répond à une activité complémentaire, à une spécialisation, etc. Donc c'est plutôt l'endroit naturel pour l'exprimer. Merci beaucoup. On vous laisse continuer pour pouvoir aborder. Effectivement, on va passer au deuxième point d'ingénierie. Donc, quel est l'usage de la certification et quelles sont les preuves de sa valeur d'usage sur le marché du travail? Donc, l'usage de la certification, c'est l'utilisation qui est faite par le marché de votre certification, c'est-à-dire le recours par les branches professionnelles, les employeurs publics et privés et les salariés et agents qui ont recours à votre certification. Combien de personnes ont eu recours à votre certification pendant votre temps d'enregistrement? Et donc, vous allez aussi rendre compte de cet usage de la certification à France Compétences. Donc, ça va être matérialisé par le flux de certifiés par an au regard des besoins sur le marché du travail. Évidemment, c'est en fonction des compétences visées. On peut avoir des compétences qui sont des compétences de niche, auquel cas le flux va pas être le même probablement que des compétences répondant à de très gros besoins sur le marché du travail. Et donc, on va devoir rendre compte de l'usage de cette certification sur la période d'enregistrement pour un renouvellement. Et qu'est-ce que la valeur d'usage concrètement? Donc, on va avoir pour le répertoire national des certifications, parce que ça se distingue du répertoire spécifique. Donc, on va attendre le suivi de promotion, c'est-à-dire le suivi de vos certifiés pour savoir s'ils atteignent le métier visé par la certification professionnelle. Donc, sur un certain nombre de promotions, et pour les renouvellements, on vous dit au moins 2 promotions, mais vous pouvez aussi en fournir plus
et fournir toutes les promotions de certifiés depuis votre dernier enregistrement. Rien ne vous l'interdit. C'est au moins 2 promotions. Et une promotion dans ce cadre, et le nouveau cadre de France Compétences, ce sont tous les certifiés d'une année civile, y compris ceux par la VAE, donc qu'on va identifier spécifiquement dans le tableau. Mais ils vont faire partie des promotions comme ceux qui sont des certifiés après formation. Donc, l'idée, c'est de démontrer de façon probante que la certification permet bel et bien aux certifiés d'occuper l'emploi visé par l'emploi type visé par la certification. Par exemple, si je suis un directeur, je vise une certification de directeur commercial, eh bien, il faudra que les certifiés aient atteint l'emploi type visé au niveau de qualification visé, en l'occurrence 7, avec le salaire attendu pour ce type d'emploi au niveau visé. Et il me faut développer en tant que certificateur un outil de suivi des certifiés qui va être efficace. Et il y a des nouveautés en la matière, puisqu'il y a un nouveau tableau Excel qui a été publié par France Compétences, avec notamment maintenant un suivi nominatif, et donc on prendra garde au RGPD et à la façon dont on traite et on gère les données personnelles. Et puis, il y a également sur la partie origine des candidats, là, les cases grisées, un certain nombre de données qui sont plus précises que par le passé, qui permettent de bien cerner les candidats à l'origine, c'est-à-dire avant la certification. Et puis ensuite, la situation de l'emploi des candidats est également demandée de manière plus précise. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, le suivi des candidats devraient être faits sur ces modèles-là, avec ces catégories-là et ces colonnes-là. Ensuite, on vous demande également un certain nombre de choses dans le dossier d'enregistrement qui est à joindre avec votre demande sur le système d'information et que vous devez remplir avant de le retélécharger. Des taux de réussite et des taux de présentation à l'examen, ainsi qu'un bilan qualitatif et quantitatif de la mobilisation autonome des blocs de compétences, et notamment de la finalité des personnes qui accèdent à votre certification bloc par bloc. Est-ce que c'est une professionnalisation, une actualisation des compétences? Donc tout ça devra être anticipé de manière à pouvoir rendre compte à France Compétences de la valeur avec les nouveaux, je dirais, les nouvelles contraintes. Pour le répertoire spécifique, là, on s'y prend différemment. On n'a pas de suivi de certifiés formalisés dans des tableaux comme précédemment pour le RNCP, mais on a quand même un suivi possible de deux manières possibles. Donc, soit je prouve la valeur économique de ma certification, c'est-à-dire quels sont les retours des employeurs, des titulaires de la certification ou d'acteurs institutionnels, par exemple des branches professionnelles, des fédérations, etc., qui ont un intérêt à agir sur cette certification, quels sont leurs retours pour prouver que cette certification a de la valeur, avec en gros le contenu, quel est l'impact de cette certification, des compétences mises en œuvre dans mon entreprise sur l'activité de production de biens ou de services. Donc, c'est pas la formation était très bien, c'est comment sont utilisées les compétences dans mon entreprise. Après, pour une branche, c'est un peu l'angle est un petit peu différent. Donc, comment sont utilisées ces compétences-là dans ma branche professionnelle, auprès des employeurs de ma fédération. Donc, on a eu un témoignage personnalisé, je dirais, par employeur. Et on peut, d'un autre côté, donc prouver la valeur sociale de la certification, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de retours de titulaires de la certification qui vont démontrer l'impact sur leur employabilité. Donc, ça leur a permis un accès à l'emploi, un retour à l'emploi, une sécurisation de son parcours, une mobilité, une évolution professionnelle, différents impacts en termes d'employabilité. Et de nouveau, il nous faut un dispositif de recueil des preuves qui est efficace, notamment les certifications qui sont présentées en renouvellement
France Compétences dit aujourd'hui, le demandeur devra apporter au dossier les données relatives à la mobilisation de la certification et à son évolution depuis le précédent enregistrement. Donc, ça veut dire que là, il faut effectivement suivre et continuer à prouver la valeur. En termes de critères d'enregistrement, on va répondre pour le RNCP aux critères 1 et 2 cumulés, puisqu'ils sont, ils sont approuvés ensemble avec l'étude d'opportunité des preuves de valeur. Et éventuellement, critère 9, toujours avec, puisqu'on a la possibilité de mobiliser une ou plusieurs branches professionnelles pour prouver la valeur. Et pour le répertoire spécifique, il s'agira des critères 1 et 6 pour la branche professionnelle toujours. Donc, je vous laisse la parole, Michael, ou répondre aux questions. Très brièvement, parce que c'est vrai que là, c'est vraiment avec les référentiels, c'est vraiment le cœur de la machine, quel que soit le répertoire. Moi, je voulais bien distinguer aussi le pourquoi est-ce qu'il y a des différences. C'est-à-dire que quand vous êtes sur du RNCP, l'objectif, c'est l'insertion ou la reconversion, ou la mobilité complète vers un métier. Et donc, là, logiquement, la démonstration principale, certes, il y aura besoin d'éléments d'opportunité, d'explication du dossier, etc., mais ce qui va faire foi, ce qui va être central, ça va être le résultat concret, c'est-à-dire est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, tout simplement, par rapport à cette finalité-là, qui est celle du RNCP. Quand vous êtes sur le répertoire spécifique, le sujet, c'est le répertoire spécifique, c'est avant tout un répertoire de professionnalisation. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui va compter, ça n'aura pas de sens de mesurer une insertion, puisque de toute façon, la plupart du temps, elle ne sera pas observable. Et donc, de toute façon, comme ce n'est pas ce qui est attendu, il n'y a pas de raison de l'observer. Et donc, ce qu'on va attendre, c'est des éléments qui montrent la plus-value avec une préférence et une prévalence sur la valeur d'usage économique par rapport à la valeur d'usage social. La valeur d'usage social va surtout prendre sens quand on va se retrouver sur des certifications qui visent majoritairement des indépendants, où là, de facto, de toute façon, les deux notions se confondent. Ça ne signifie pas que la valeur sociale n'a pas d'intérêt, mais en tout cas, en réponse à un besoin économique du marché du travail, c'est quand même les critères économiques qui vont dominer. Et donc, ça, c'est vraiment l'élément important. Et aussi, en ayant en tête un élément aussi très important, c'est attention au distinguo entre première demande et renouvellement au répertoire spécifique. Quand on est sur un dispositif d'ampleur qui a beaucoup mobilisé, qui a fonctionné sur le CPF, qui a fait des centaines, des milliers de certifiés par an, on attend de vous autre chose que simplement des courriers de valeur d'usage. On attend un bilan, on attend une démonstration, des retours entreprises peut-être plus organisés, plus globaux. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui est dit parfois, on distingue bien quand même le contexte de chaque certification. Et quand une certification a eu le privilège d'être enregistrée et de bénéficier des fonds mutualisés et d'avoir eu aussi un déploiement important pendant plusieurs années, le rendu compte doit être au même niveau que le niveau de mobilisation. Et donc, là, ça se distingue bien sûr d'une certification, même en renouvellement, qui, du fait de compétences de niche, aura fait peut-être 10, 15, 20, 30 certifiés par an. Et donc, il y a vraiment ce point-là qui doit être bien distingué. Et attention, quand vous avez eu un grand succès sur votre certification, vous devez d'autant plus rendre compte de ce que ça a donné et des effets positifs que ça a pu générer. Merci Michael. Il y a de nombreuses questions sur cette partie. On va essayer de les différencier en catégorie RS et catégorie RNCP. Je commence par le répertoire spécifique. Combien de parcours de formation menant à la certification faut-il avoir dispensé avant de déposer au RS ? Il n'y a pas de règle, mais après, le sujet, c'est que le dispositif soit un minimum mature. C'est-à-dire que ça peut être quand vous connaissez bien votre besoin, que vous avez fait un déploiement efficace, que vous avez des bons liens entreprises, peut-être qu'une session peut suffire.
Parfois, quand le sujet est moins mature, qu'il faut tester un peu, qu'il faut éprouver le système par rapport aux entreprises, peut-être qu'il faut 2, 3, 4, 5 sessions. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Le sujet, c'est à partir de quand vous pensez que vous êtes mûr en termes de stabilité des compétences que vous proposez. Parce qu'après, quand vous êtes enregistré, vous allez devoir déployer ce référentiel-là pour 2, 3, 4, 5. Et donc, il y a quand même un élément de stabilité. Et donc, ne venez pas, indépendamment des chances de succès, ne venez pas au répertoire spécifique si vous n'avez pas une certaine probabilité, certitude de la maturité de ce que vous proposez. Merci. Et toujours concernant le RS, combien de courriers de preuve de valeur d'usage sont attendus? Et comme on parle de la valeur d'usage, est-ce qu'il faut valeur d'usage économique ou valeur d'usage social, ou bien les deux? Comment dire, sur le nombre de courriers, parfois il y a des courriers, il y a beaucoup de courriers qui ont peu d'intérêt et quelques rares courriers qui suffisent en soi à générer la conviction de valeur d'usage. Donc il n'y a pas de règle absolue. Bon, 2, 3 courriers, c'est un petit peu léger quand même. Mais faites attention, c'est pas comment dire au nombre. Hein. Ce qui va compter, c'est le contenu qu'il émet aussi. Forcément, si des acteurs économiques importants, ça va avoir un petit peu plus d'importance que d'autres. Et ensuite, comme je vous l'ai déjà dit, plus la valeur économique, hein, très clairement, parce que la valeur sociale, en général, va se déduire de la valeur économique. Donc, mais c'est vrai que ça peut être parfois difficile pour des certificateurs qui sont plus en relation avec les personnes formées qu'avec les entreprises. Et notamment, ça se constate de plus en plus avec le CPF. Donc, on essaie quand même de prendre en compte les deux dimensions, mais le absolument nécessaire, c'est la valeur économique. Entendu, merci. Je passe au RNCP. Donc, quand on parle de promotion, cela implique le nombre de personnes certifiées. Est-ce que cela implique également les nombres de personnes avec une certification partielle, détenteurs d'un ou plusieurs blocs de compétences, par exemple? Dans les tableaux de suivi actuels, et à court terme, on ne vous demandera pas ça, parce que c'est un recensement déjà qui n'existe pas, par exemple, dans le passeport compétences. Par contre, il y a une nouvelle rubrique dans le dossier RNCP, mais là, pas dans le tableau de suivi, mais dans la partie libre documentaire, qui est qu'est-ce qui s'est passé en termes de mobilisation au niveau des blocs de compétences. Donc là, vous n'avez pas du tout la même exigence de suivi précis et de rendu compte précis, mais par contre, c'est bien que vous nous indiquiez ce que ça a pu donner si vous avez vraiment mobilisé par ce biais-là. Je vais donner un exemple simple. Si je vois une certification RNCP, qu'on me signale 40 ou 50 titulaires, et que je vois qu'il y a 6000 dossiers CPF derrière, ce n'est pas des exemples farfelus, je vais avoir besoin de savoir ce qui s'est passé à l'échelle des blocs, très clairement. Parce que sinon, le premier réflexe du régulateur peut être de se dire, est-ce qu'il n'y a pas eu un détournement de la finalité de la certification? Et donc, par contre, si on montre bien qu'il y a eu des parcours par bloc, que ces parcours, ils ont vocation à amener à la qualification et que c'est bien sûr progressif, ça, ce n'est pas du tout un souci, c'est même très positif, c'est même les attendus de la loi. Mais attention, dans ces cas-là, comme je l'ai dit, on a de plus en plus de données croisées et donc c'est d'autant plus important pour nous que ce que vous nous présentez comme justification de votre dossier soit en cohérence avec les données qu'on observe. D'accord. Et enfin, donc, concernant la collecte des données, de nombreux certificateurs expriment une difficulté d'obtenir ces données, en particulier les salaires auprès des personnes certifiées. Est-ce que France Compétences a des recommandations là-dessus ou une tolérance? Alors, déjà, on sait que c'est une donnée qui est plus dure à collecter que les autres données. Ça, il n'y a pas de débat. On est en France, hein, on sait le sujet de rémunération est souvent tabou. Donc, on sait que vous avez plus de difficultés à nous donner cette information-là et donc on demande moins d'exhaustivité. Après, comment est-ce qu'on solutionne ça? Premier sujet, soyez clair dès le début. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'inscrit en formation certifiante, indiquez-lui que s'il devient titulaire,
il aura vocation à vous communiquer ces données-là, parce que ces données-là seront utiles soit pour l'enregistrement, et donc si on est sur du RNCP, donc lui permettre d'avoir un niveau de qualification, soit au renouvellement, et à ce moment-là, pour les petits camarades qui lui succéderont. Et que de toute façon, dans cet environnement-là, il est gagnant, parce que si la certification perdure, qu'elle est visible sur le marché du travail, c'est son diplôme à lui, c'est sa certification à lui qui sera valorisée. Donc voilà, je sais que c'est pas simple, mais anticipez, faites la pédagogie au bon moment, et pas en appelant 1 an, 2 ans plus tard, sans avoir prévenu au préalable, parce qu'en plus, on voit bien que quand en plus maintenant on appelle les gens sur des données individuelles, c'est un peu compliqué en ce moment, avec ce qui se passe. Donc, vraiment, anticiper les sujets. Merci. Bien, donc on va passer au point d'ingénierie numéro 3. Qui porte sur la mise à jour des référentiels de la certification pour un renouvellement. Donc, ça va porter sur les référentiels d'activité et de compétences pour le RNCP, le référentiel de compétences pour le répertoire spécifique et le référentiel d'évaluation pour les 2 répertoires, notamment les modalités et critères d'évaluation. Donc, l'idée, c'est que les certificateurs vont être en mesure de prouver la mise à jour régulière effectuée pendant la durée de l'enregistrement des référentiels au regard des évolutions de compétences, donc du référentiel activité-compétences pour le RNCP et du référentiel compétences pour le répertoire spécifique, et donc si ça a eu des impacts sur le référentiel d'évaluation. Donc, comment effectuer la mise à jour? Ça va être, d'une part, en effectuant une veille sur l'emploi type visé ou sur les compétences, en fonction du répertoire, et leurs évolutions, notamment à travers des contacts avec les acteurs de la profession ou des professions concernées, les branches, les syndicats, les ordres, les organisations professionnelles, les employeurs, les salariés, et à travers une réunion à minima 1 fois par an d'un conseil de perfectionnement qui est propre aux certificateurs et qui permet d'encadrer les travaux de veille et de contact avec les professionnels, le milieu professionnel, de manière à rendre compte des évolutions ou des non-évolutions, parfois, des compétences visées pour le répertoire spécifique ou des compétences visées pour le répertoire national. On va constater des évolutions ou pas, selon le cas, et dans les compétences ou dans leurs conditions d'exercice, parce que ça peut concerner un certain nombre d'outils, de méthodes qui sont employés par le professionnel qui exerce ces compétences. Il va falloir réaliser des ajustements qui sont nécessaires, soit ils sont à la marge pendant l'enregistrement, donc on peut ajuster un certain nombre, si on avait prévu par exemple une évaluation par étude de cas, on peut modifier son sujet d'étude de cas en cours de route, évidemment, pour tenir compte des évolutions, le cas échéant, des compétences visées, par exemple. S'il s'agit de modifications substantielles, il faudra en informer France Compétences. Notamment si ça impacte substantiellement le référentiel activité compétences pour le RNCP ou le référentiel compétences pour le RS. Et rendre compte de ces évolutions et des ajustements réalisés dans le dossier de renouvellement. Au niveau de l'ingénierie de certification, il va falloir adopter les modèles actuels de France Compétences, évidemment. Pour le RNCP et pour le RS, il y a eu donc des modifications qui ont été apportées plus ou moins récemment, et écrire en compétences, donc du point de vue de la colonne compétences des référentiels, avec les spécifications actuelles. Pour le RNCP, voilà comment ça se présente, donc avec une colonne activité, une colonne compétences, et on s'aperçoit effectivement qu'on ne nous demande plus, comme dans le passé, les tâches. Alors on verra si Michael a un avis sur la question, parce que des fois on entend qu'il faut mettre les tâches, pas les tâches, les compétences, et puis ensuite le référentiel d'évaluation avec les modalités d'évaluation et les critères d'évaluation,
modalités d'évaluation qui sont évidemment centrées sur les compétences et pas sur les connaissances, et puis les critères d'évaluation qui sont toujours des seuils de réalisation qui permettent de valider la compétence. Au niveau du RS, ça a quand même considérablement évolué, puisque effectivement, en amont des référentiels qui sont en dessous, on vous demande de positionner le dispositif en disant à qui vous vous adressez, en quoi est-ce que votre certification vient compléter une situation préexistante pour un certain nombre de professionnels ou est transversale à un certain nombre de secteurs. Voilà, on vous demande d'expliquer directement au-dessus des référentiels un certain nombre d'éléments de contextualisation de votre projet de certification et de votre projet de renouvellement. Avec, donc, dans le listing compétences, donc, un certain nombre de compétences qui vont être réactualisées en fonction des évolutions que vous avez pu constater sur le marché. Pour la colonne compétences, on va avoir un verbe d'action à l'infinitif, le sujet de l'action, la finalité de l'action, c'est-à-dire pourquoi, afin de, en vue de, etc. Et éventuellement du comment, c'est-à-dire quel est le mode opératoire de l'action, les outils, les moyens, le respect de telles normes d'hygiène ou de sécurité. L'exemple qui est donné pour la rédaction de la compétence est le suivant, donc nettoyer les locaux et le matériel de la cuisine afin de les maintenir en état de disponibilité en appliquant la réglementation relative à l'hygiène alimentaire. Et du point de vue des référentiels d'évaluation, il va falloir potentiellement les remettre à jour, donc indiquer maintenant plutôt dans vos référentiels qui sont publiés avec votre fiche uniquement les types d'épreuves, évidemment des évaluations qui vont être cohérentes avec les évolutions des compétences que vous avez pu constater. Mais vous allez mentionner les détails des épreuves d'évaluation, soit dans un autre document, le règlement de certification par exemple, ou un document à part qui vous permet de donner quoi comme détail, quelle est la description de l'épreuve, le lieu, la durée, les livrables à produire par le candidat, etc., qui vont être eux-mêmes cohérents avec les évolutions de compétences constatées. Voilà pour cette mise à jour des référentiels. Donc, Michael, si vous avez des précisions, ou les collègues, si vous voulez avoir la main sur les questions. Je dirais qu'il faut juste faire attention à un point sur l'évolution substantielle. C'est-à-dire qu'il y a l'évolution substantielle de l'évaluation et l'évolution substantielle des compétences. Ce n'est pas le même sujet. Pour moi, quand on est sur l'évolution substantielle des évaluations, à la limite, la question à se poser, c'est est-ce que c'est équivalent à l'ancien système? C'est-à-dire, j'ai une modalité, je la change foncièrement, mais ce n'est pas forcément un problème, mais ça pose la question de est-ce que la modalité est elle-même équivalente? Donc ça, je dirais que ça, c'est la première question à se poser dans ce cas-là. Il vaut mieux nous avertir, il vaut mieux nous prévenir, mais déjà, voilà, tout simplement, posons-nous la question de est-ce que je ne dégrade pas la manière d'évaluer? Pour ce qui est des évaluations substantielles de compétences, là, je suis beaucoup plus réservé parce que ce qui fait le contenu de votre certification et sa reconnaissance par l'État, c'est la reconnaissance par la commission de la certification. Et donc, si vous changez de vous-même substantiellement, je ne parle pas d'une compétence que vous précisez, voire même d'un petit élément que vous rajouteriez dans le référentiel en pratique, je parle vraiment d'une modification substantielle, là, vous changez les conditions d'exercice, de mise en œuvre de votre certification. Et là, même en nous informant, ça ne change pas grand-chose, puisque de toute façon, c'est la commission qui tranche. Donc là, dans ce contexte-là, tout simplement, si vous voulez bouger beaucoup votre référentiel, même si c'est une contrainte lourde, revenez au renouvellement de manière anticipée, mais parce que c'est plus par ce biais-là qu'il va falloir régler le sujet de l'évolution. Et c'est vrai que parfois, on nous reproche de faire des enregistrements un peu courts, mais parfois, un enregistrement de 5 ans peut être un piège. C'est-à-dire qu'on ne bouge rien pendant 5 ans, ou
où on bouge mais on ne le dit pas, et résultat, après, s'il y a un contrôle, France Compétences fait le constat de l'écart. Donc, voilà, faites attention à ces aspects-là. Si vraiment ça devient une évolution forte, changez. Voilà, et revenez au renouvellement. Et de toute façon, si c'est en lien avec une adaptation des besoins en compétences, c'est peut-être lourd, mais il n'y a aucune raison que ça se passe mal en redéposant près de nous. Et quand vous redéposez de manière anticipée, si jamais on refusait le dossier, ça ne remet pas en cause l'enregistrement en cours. Donc, ce n'est pas forcément si inconfortable que ça. Ah, Alice est dans la lumière. Oui. Donc, un certain nombre de questions, donc des questions relatives à la présentation du référentiel, en particulier pour les référentiels métiers, donc RNCP. Comment faire le lien entre les activités et les blocs? C'est-à-dire, faut-il faire un lien entre blocs et activités? Des questions aussi sur quelle finesse de détail, jusqu'à quelle finesse de détail doit-on aller dans la liste des sous-activités pour une même activité? Et où noter le nom des blocs dans les référentiels? Une autre question aussi relative aux blocs, les intitulés des blocs peuvent-ils changer lors d'un renouvellement? Mais ça, c'est du renouvellement. Alors, les intitulés, oui. On a dans l'idée, d'ici 1 ou 2 mois, de livrer une évolution de notre système d'information qui permettra de tracer l'évolution avant-après entre une même certification au niveau des blocs, notamment quelles sont les équivalences entre 2 versions de la certification au niveau des blocs de compétences. Mais ça, on y viendra le moment venu. Sur la présentation bloc, la présentation activité. Ce qui est parfois un peu compliqué, c'est que le bloc, c'est un regroupement de compétences qui vise à l'exercice autonome d'une activité professionnelle. Donc, souvent, mais pas tout le temps, un bloc peut correspondre à une activité. Et d'ailleurs, ils peuvent avoir même le même intitulé. Donc, d'où parfois certaines confusions. Après, il est important d'avoir, pour moi, un double affichage. Vous pouvez avoir plusieurs activités qui composent un bloc. Et donc, de ce point de vue-là, avoir d'abord un référentiel qui liste les activités, les compétences en face, puis modalités d'évaluation, et une présentation qui existe dans le dossier, où vous avez la possibilité de renseigner les blocs de compétences pour pas forcément complètement et systématiquement confondre les 2 notions, ne me paraît pas forcément une mauvaise approche. Ça évite d'appauvrir son travail de description du référentiel d'activité. Après, sur le niveau de précision des activités, je pense que les questions telles qu'elles sont posées sont déjà bien orientées. C'est-à-dire qu'une activité, ça doit déjà avoir un niveau de maille suffisant. Sinon, c'est une tâche, c'est trop micro, et de toute façon, on ne voit pas plus à ce moment-là bien le lien avec les compétences. Donc, mais, comment dire, il faut quand même que l'activité puisse quand même être suffisamment lisible. Et donc, ça peut être intéressant de la préciser par des sous-activités quand la description de l'activité en elle-même n'est pas suffisamment explicite de par son intitulé. Pourquoi? Parce que nous, ça nous permet d'apprécier la qualité des analyses de situation de travail que vous avez pu faire. C'est-à-dire, si on voit qu'il y a une description du métier qui est précise, qui est fine, et qu'on comprend bien quel est le périmètre de ce que vous posez, c'est sûr que ça nous aide à voir plus positivement les essentiels, très, très clairement. Donc, il peut être intéressant et pertinent de préciser par des sous-activités, à la rigueur des tâches, mais bon, c'est souvent à un niveau de prix qui est trop fin. Donc, plus des sous-activités, c'est plus adapté. Enfin, si c'est nécessaire, bien entendu. D'un point de vue du document lui-même, le nouveau fichier requis Word ne présente pas le même format attendu des référentiels. Est-ce qu'il faut rester sur la forme précédente de présentation? Je vois pas trop où est l'écart, normalement, mais il n'y a pas de changement au niveau des formats. C'est présenté de la même manière. Ouais, je vois pas trop. Il y a une question dans le chat sur les
question sur l'évaluation. Alors, comme on n'a pas de partie dédiée sur l'évaluation, c'est quand même, ça fait partie des référentiels sur les modalités. Donc, une sur le fait que le vademecum ne précise pas, ne parle pas de l'évaluation certificative dans le cadre du contrôle continu. Est-ce que ça veut dire que c'est une modalité qu'il faut supprimer, qu'il faut proscrire, qu'il faut remplacer dans le cadre de renouvellement? Une question donc, qui était sur la modalité elle-même et une autre sur les jurys, qui est peut-être important de poser puisqu'il n'y aura pas d'autres questions là-dessus. Et cette question du jury importante pour le renouvellement et l'enregistrement. Ouais. Alors, sur le contrôle continu, c'est une modalité, on l'a écrit dans le vademecum et RNCP, qui présente ses avantages et ses inconvénients, qui ne doit pas se substituer à l'évaluation finale, c'est-à-dire qu'elle vient en complémentarité, elle vient enrichir l'évaluation finale, elle vient la nuancer, l'améliorer même, mais c'est toujours important pour nous de comprendre les équilibres. C'est-à-dire que si on voit contrôle continu, évaluation finale, sans que nous soit décrit l'articulation entre les deux, la première réaction, c'est de dire qu'est-ce qui prédomine par rapport à l'autre. Donc, il n'y a aucun problème à afficher du contrôle continu certifiant, pas formatif, en tant que modalité d'évaluation des compétences, mais ça ne peut pas être une modalité unique. Il faut une évaluation finale. Et ensuite, on doit bien comprendre l'articulation entre les deux. J'avais juste une question dans le chat sur laquelle je voulais répondre, sur les DU, sur le fait que est-ce qu'on promeut des regroupements sur un même DU, par exemple, sur le répertoire spécifique. J'aurais tendance à vous dire, je préfère des dossiers individuels bien faits qu'un mauvais regroupement, mais quand même, je pense que c'est important pour la lisibilité, pour la mutualisation des moyens, parce que ça coûte cher de construire une certification et de la maintenir et de l'animer. Il est quand même plus pertinent quand vous pouvez vous organiser et déposer en commun, notamment par exemple avec des DU en interuniversité, c'est mieux, très clairement, parce que votre certification, elle aura plus de valeur sur le marché du travail, elle sera plus lisible, plus visible, et en plus, c'est bête, mais c'est moins d'énergie pour chacun, puisque après, vous pourrez vous répartir des rôles, vous pourrez vous partager, etc. Donc, ce n'est pas une obligation, mais quand on voit des dossiers qui portent des démarches partagées et communes, et que ces démarches-là sont construites sur des fondations saines, en général, les dossiers sont meilleurs. Il n'y a pas photo. Merci. On doit passer au point d'ingénierie numéro 4. Donc, quel est le contrôle que doit réaliser le certificateur sur ses propres modalités d'évaluation et dont il doit rendre compte à France Compétences lors d'un renouvellement? Donc, en fait, le certificateur doit être en mesure de prouver qu'il contrôle et qu'il a contrôlé pendant toute la durée de l'enregistrement la mise en œuvre conforme de ses propres modalités d'évaluation. C'est en conformité avec ce qu'il avait déclaré lors de son précédent enregistrement. Donc, ça veut dire qu'il a nommé, le cas échéant, un responsable qualité de la certification en son sein, qui peut contrôler toutes ces affaires, qu'il a mis en place, par exemple, une base de données de membres de jury qu'il a habilité, dans lequel il peut piocher à chaque session de jury, qu'il a nominé à chaque session donc un responsable de l'organisation des épreuves qui va contrôler la conformité des épreuves, la composition du jury, contrôler la présence des candidats, parapher les PV, et puis également le certificateur va être amené à donc faire signer par l'ensemble des membres de jury les PV et faire notifier sur ces PV de jury s'il y a eu des dysfonctionnements, des aléas, des non-conformités, des fraudes. À partir de là, eh bien, il va être amené à, en amont, informer, voire former les membres de ces jurys sur les thématiques de l'évaluation, de la déontologie, de la non-discrimination lors de l'évaluation, d'organiser des débriefs de jury après les évaluations, en particulier s'il y a eu des aléas, des dysfonctionnements, des fraudes et ce genre de choses,
Il va prouver qu'il a mis en place un système de traitement de ces dysfonctionnements, aléas, non-conformité, fraude, etc. Qu'il a mis en œuvre des ajustements, si c'était nécessaire, au regard de ce qu'il a constaté en termes de dysfonctionnement, non-conformité, et qui va capitaliser les preuves de tout ça et transmettre son process de contrôle sur ses propres pratiques à France Compétences lors du renouvellement. S'il est en co-certification, c'est-à-dire qu'il est copropriétaire avec d'autres certificateurs de la certification, d'une certification commune, alors les recommandations que je viens d'énumérer sont valables pour chacun des co-certificateurs dans la mesure où il va être impliqué notamment dans l'évaluation des candidats. Donc, il va falloir que chacun des co-certificateurs prouve qu'il a contrôler ses propres pratiques et qu'elles sont conformes à ce qui avait été déclaré lors du premier dossier d'enregistrement. Il va falloir également maintenir sa qualité de certificateur pour un renouvellement, donc que ce soit pour un certificateur unique ou pour chaque co-certificateur dans le cadre d'une co-certification. Son statut de personne morale, qui est un impératif, son honorabilité, c'est-à-dire l'extrait de casier judiciaire numéro 3, vierge, le respect de ses engagements pris lors de l'enregistrement, que ce soit au RNCP ou au RS, par lui-même et ses éventuels partenaires habilités, et on va y revenir dans la partie juste après, et qu'il a contrôlé la communication qu'il fait sur sa certification, qu'elle est à jour et qu'elle parle bien de certification, qu'elle décrit bien la certification. Voilà pour cette partie. Donc, avez-vous des précisions, Michael, à apporter ou... On peut passer directement aux questions. Non, Valérie, je propose que tu continues. Est-ce que tu peux continuer avec le point 5 qui passe en lien sur le contrôle du fait de l'heure comme il est 21? D'accord, très bien. Alors, je vais faire le point 5 et on prendra toutes les questions 4 et 5 en même temps. Donc, on va être également amené à faire un contrôle de ses partenaires lorsqu'on est certificateur. Et ça, c'est un point très important aujourd'hui. Enfin, je parle sous votre contrôle, Michael, mais c'est un point important. Lorsqu'on a des partenaires habilités, on doit forcément contrôler ses partenaires et prouver qu'on a contrôlé les partenaires et quel est le plan de contrôle qu'on a mis en œuvre. Donc, on va contrôler le fonctionnement du réseau, on va contrôler le respect par les partenaires des engagements qui ont justifié la décision d'enregistrement et aussi la clarté, la transparence de la communication qui est faite par les partenaires sur la certification professionnelle. Donc, on va prouver la mise en œuvre effective des contrôles, donc fournir la description des contrôles qu'on a réalisés en tant que certificateur sur ces partenaires habilités, la présentation synthétique du résultat de ces contrôles et la présentation, le cas échéant, des actions correctives apportées lorsqu'on a trouvé des choses qui n'allaient pas au niveau de la synthèse des contrôles. Et ces éléments seront évalués par France Compétences lors des demandes de renouvellement. On va également prouver la mise en œuvre effective des contrôles et des ajustements à travers un certain nombre de mesures qu'on a été amené à prendre pour stopper un certain nombre de manquements constatés. Donc, si France Compétences a constaté des manquements auprès de vos partenaires, à ce moment-là, vous allez déclencher en tant que certificateur une procédure pour pallier ces manquements. Et donc, à la demande de renouvellement, on va fournir les plans de contrôle, les anomalies et les mesures prises consécutivement en matière notamment d'action pour éviter la répétition des manquements, y compris la radiation d'un partenaire, par exemple. C'est un exemple un peu radical, mais donc ça peut être ça. Au niveau des recommandations générales, et pour conclure, donc au niveau du RNCP, France Compétences nous dit aujourd'hui la mobilisation de la VAE lors d'un renouvellement, c'est un bon indice de l'adéquation des certifications professionnelles avec les situations de travail. Donc, l'absence de mobilisation VAE, ça peut être aussi un coup
interprété comme un point un peu négatif pour votre dossier de renouvellement. Et on pourra demander aux certificateurs, enfin France Compétences pourra demander aux certificateurs, des données par partenaire, c'est-à-dire sur les certifications pour chaque partenaire habilité et par lieu de préparation. Donc, il faut se préparer à ça et préparer les partenaires aussi à ça. Enfin, il est attendu que le certificateur explicite la manière dont il a valorisé la reconnaissance découlant de l'enregistrement de la certification et aussi la précision, quand on a une décision d'enregistrement, elle est associée à une notification qui va vous donner des points d'attention. Évidemment, le non-respect de ces points d'attention, ça pourrait être considéré comme un point négatif lors de votre prochaine demande de renouvellement. Voilà. Si vous voulez apporter des... Bon, je pense qu'on va passer aux questions, comme il reste 5 minutes. Alors, une question sur les jurys. Si on mobilise des jurys au sein du jury des personnes extérieures à l'organisme de certification pour évaluer les blocs de compétences, est-ce qu'il est quand même possible pour un des blocs de compétences qui est complexe à évaluer, de mobiliser le formateur qui est intervenu en formation, qui a accompagné les étudiants toute l'année, de le faire participer à l'évaluation d'un bloc, par exemple, plus complexe? C'est possible à condition qu'il ne soit pas seul à faire l'évaluation, qu'il y ait des éléments qui permettent de... Et je pense que c'est une bonne question dans le sens où il faut le voir comme une exception. C'est-à-dire, c'est parce que vraiment une compétence rare, complexité, il y a un principe de réalité toujours. Hein. Mais si on a moyen de contourner ça et d'avoir, en tout cas, pas un formateur dans le jury qui soit celui qui assure la formation, je pense que pour la neutralité de l'évaluation, c'est quand même mieux. Mais on peut comprendre que dans certains cas, le formateur soit associé à l'évaluation, mais pas en tant que membre unique. Une autre question, Alice? Oui, concernant les partenaires et le statut de co-certificateur, est-ce qu'une CPNE-FP peut avoir cette qualité de co-certificateur alors qu'elle n'a pas de personnalité juridique? Alors, elle peut parce qu'elle a un statut particulier quand même, qui certes est reconnu pour les CQP, mais elle peut avoir des éléments de propriété intellectuelle et transférer la responsabilité de la mise en œuvre. Et donc, de ce point de vue-là, quand on est sur un titre à finalité professionnelle porté par une branche, ce qui est de plus en plus fréquent, il est important de faire figurer que, bien entendu, c'est à l'initiative de la branche, même si elle ne pourra pas examiner et délivrer la certification, et que donc cette branche apparaisse bien en tant que co-certificateur. Mais bien sûr, elle aura les limites juridiques que lui valent sa qualité, et donc elle ne pourra pas mettre en œuvre et la certification, elle devra, bien entendu, comme pour un CQP, déléguer la mise en œuvre à un mandataire. Sur le point précédent, le point 4, le thème précédent, qu'est-ce qu'entend France Compétences par « fournissez-nous le bilan du dispositif du processus d'évaluation » qui est au point 4 dans le dossier. En fait, quand vous avez une certification, ça vit. Donc, des fois, il peut y avoir des choses qui ne vont pas, des manquements, des choses que vous avez corrigées. Un jury, vous avez une session qui a été annulée parce qu'il y a un jury qui ne s'est pas bien comporté. Enfin, vous pouvez avoir... Et ensuite, il y a en effet le contrôle des partenaires. Et donc, si vous nous dites qu'il ne s'est jamais rien passé, tout va bien, bon, c'est peut-être, mais il ne faut pas qu'après, nous-mêmes, on constate des anomalies. Par exemple, si vous nous avez écrit lors du précédent enregistrement qu'il y avait une majorité de professionnels et quand on regarde le nom des membres du jury, on s'aperçoit que c'est des formateurs internes de l'organisme, c'est quand même super fréquent. Bon, si vous ne nous avez pas expliqué que peut-être que ce jour-là, il n'y a eu aucun membre qui s'est présenté, que vous n'avez pas voulu annuler la session, enfin, je ne dis pas que c'est bon de faire ça, mais on comprend mieux quand vous nous l'expliquez que quand on le constate par nous-mêmes. Et parce que forcément, ça ne met pas en confiance dans ces cas-là. Donc, quand il y a quelque chose qui n'a pas été, dites-le.
Et on a une exception sur le statut dans le chat, sur le statut spécifique des professeurs d'université. Comme les professeurs d'université ont une indépendance qui est reconnue dans la Constitution, principe constitutionnel, on peut bien, même si je pense que ça serait bien qu'il y ait quand même une certaine proportion de professionnels, en tout cas, c'est des membres, de par leur statut, qui garantissent l'indépendance. Et donc, même s'ils ont assumé la formation, on ne peut pas juridiquement considérer qu'ils ne sont pas neutres dans l'évaluation. Voilà. Merci. Une question qui est revenue à plusieurs reprises concernant le principe d'indemnité des jurys. C'est un sujet compliqué parce que en tout cas, il y a le sujet de l'indemnisation et le sujet de la rémunération, avec le sujet de la requalification potentielle. Bon, c'est pas simple. Nous, on considère que, en tout cas, les membres de la commission considèrent on peut indemniser des jurys, mais que la rémunération, quand même, signifie un lien de subordination entre le jury et l'organisme, et que ce lien de subordination pose des questions potentiellement sur l'indépendance. Je pense qu'on est tous des professionnels autour de la table, on connaît les jurys itinérants qui parfois d'ailleurs font monter un peu les enchères sur le montant de l'indemnisation. Il faut qu'on fasse attention à ces pratiques-là. Mais je comprends les difficultés matérielles et je comprends que si on ne propose pas une indemnisation à un jury, ça soit compliqué. Et après, il y a le sujet de est-ce qu'on peut indemniser sans que ça puisse être qualifié de salaire, enfin, qui est un sujet qui n'est pas simple juridiquement. Merci. Merci. J'espère que tout le monde a pu être à peu près satisfait des réponses. Je pense qu'il y en avait encore pas mal de questions. On essaiera de... Peut-être encore, parce qu'on nous dit qu'on peut dépasser 5 minutes. Donc, si... Alors, si Alice... Évaluation certificative et distancielle, point d'interrogation. Vous avez une... Est-ce qu'on peut faire du certificat en distanciel? Oui, bien sûr. Alors, à quelles conditions est-ce que les conditions sont-elles liées aux compétences à évaluer? Sont-elles liées à la Alors, il y a deux grandes catégories. C'est mieux de le formuler ainsi, Alice, c'est vrai. Premier sujet, attention, quelle est la nature de la compétence? Est-ce qu'elle peut vraiment s'évaluer en distanciel? Par exemple, je suis un web designer, je construis un projet, je le présente à mon jury en ligne. Bon, le fait de ne pas être en présentiel n'a aucune importance. Je suis un tourneur-fraiseur. Bon, je ne suis pas sûr que l'évaluation distancielle, mais là, le sujet, c'est plus que ça pose la question de la modalité, plus que du distanciel. Et ensuite, en admettant, qui est quand même un cas fréquent, mais pas systématique, qu'on puisse faire une partie de l'évaluation distancielle, ce qui est important dans ce cas-là, c'est le dispositif de lutte contre la fraude. Est-ce que vous êtes vraiment en état d'apporter des éléments probants suffisants, comme quoi vous vous assurez bien de l'identité des personnes, que la manière dont les épreuves se déroulent garantit que la personne ne peut pas faire l'objet d'une assistance qui l'aiderait à répondre. Et d'ailleurs, plus on évalue les compétences, moins il y a de risque de fraude. Plus on évalue des connaissances, plus il peut y avoir une assistance et une fraude. Donc voilà. Donc quand vous faites à distance, démontrez-nous que c'est adapté avec la compétence à évaluer. Et ensuite, vous avez un effort particulier à fournir pour démontrer les dispositifs de lutte contre la fraude, sachant que, bien entendu, on n'a pas de préjugés négatifs et qu'on trouve positif qu'on puisse faire de l'évaluation à distance. D'accord. On peut profiter encore un peu de votre présence. Juste une minute. Qu'est-ce qui motive la durée d'enregistrement pour 2 ans, 3 ans ou 5 ans? Quels critères vont intervenir? Alors, premier critère qui peut arriver, c'est vous êtes nouveau certificateur, vous avez quelques certifiés, c'est plutôt probant, l'ingénierie est bonne. On va plutôt vous enregistrer pour 3 ans pour voir si vous prenez votre rôle et la manière dont vous déployez votre certification dans le contexte où vous allez mobiliser les fonds mutualisés. Donc ça, en général, c'est une première raison. Deuxième raison, on peut réduire un peu la durée, là aussi plutôt 3 ans,
si on considère que ça évolue très vite. C'est-à-dire et qu'on pense que si on laisse 5 ans, le référentiel va vite devenir obsolète. Et la troisième raison, qui est souvent la plus fréquente, c'est il y a des fragilités dans le dossier. Ce n'est pas des fragilités qui impliqueraient de répondre négativement à la décision d'enregistrement, mais on pense que ça doit être repris, amélioré. Et donc, on ne veut pas laisser attendre 5 ans. On laisse un délai au certificateur pour finir d'upgrader sa certification, parce que le refus ne serait pas justifié malgré tout, mais voilà, avec une attente de faire mieux. Il y a eu des durées très courtes sur le répertoire spécifique sur la période précédente, l'année dernière, parce qu'il y avait des choses parfois significatives à bouger, mais qu'à l'inverse, ça aurait été excessif de refuser les renouvellements. Voilà. Merci Michael pour votre participation. Merci également à Anaïk Talarmin et Séverine Jamelot, nos instructrices de France Compétences, donc pour leur réponse aux questions du chat. Merci à Alice et Nicolas pour leur remontée de questions. J'attire votre attention sur notre prochaine masterclass. Donc, Michael et moi, on vous propose un nouvel événement, donc mardi 29 novembre, autour du Vadémécum cette fois. Pointage RNCP, centration RNCP avec doctrine et impact. Donc, on vous attend nombreux et donc, on reste à votre disposition aussi avec nos sessions de formation, nos publications, nos dossiers documentaires et on espère vous retrouver très bientôt lors d'un prochain webinaire. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.